Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a du sens, a un sens, une orientation. Son évolution se dirige vers un espace bien précis, selon moi. Nous construisons, sans le savoir, la perfection. Et ce, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, pour devenir cette identité particulière qu'est l'humanité. Eh bien, depuis, on construit cet état, on construit le paradis, en somme, pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles de travail, de mise au point, etc., de prise de conscience, de niveau de conscience, d'élévation du niveau de conscience pour comprendre que nous sommes tous une seule identité, l'humanité, et que notre but final, c'est de faire de cette planète un paradis, le paradis qu'elle propose d'être en réalité. Parce qu'elle a tout du paradis si on ne la maltraite pas, si on s'adapte à ce qu'elle est, si on parvient à redresser en fait la situation, et c'est ce qui se passera, hein, il n'y a pas le choix en réalité. D'ailleurs, on vient de rentrer dans l'ère de l'écologie, et de la clarté, d'un nouveau niveau de conscience. On commence à éclairer les choses. L'abus ne peut plus se faire comme il se faisait, comme il s'est fait pendant des millénaires, dans le secret. Maintenant, tout commence à devenir clair, et donc l'aptitude à abuser de ses congénères, ni pour un individu, ni pour un État, ne sera de moins en moins possible, jusqu'à ne plus devenir possible du tout. Voilà, alors ça c'est l'orientation vers laquelle nous allons. Donc si l'humanité a un sens, chaque être humain qui travaille dans l'humanité, pour l'humanité, et on travaille tous pour l'humanité, même le mendiant au coin d'une rue travaille les esprits de l'humanité, chaque être humain qui passe et qui le croise, ils modifient leur état d'esprit, leur conscience. Donc le travail, c'est pas que le travail dont l'Occident parle comme quelque chose de... Il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit du business, etc. Par exemple, dans les pays asiatiques, celui qui abandonne tout pour devenir un moine bouddhiste, il est nourri par la collectivité et personne viendrait remettre en cause son intérêt pour l'humanité. Donc c'est valable pour chaque être humain qui est sur cette planète. Nous travaillons tous à cette œuvre gigantesque. Alors je vais reprendre la réflexion à partir de la lecture de l'anatomie de l'État de Murray Rothbard, qui est un chantre du libertarisme. Et je voulais un petit peu comprendre ce que c'était que ce libertarisme, quelles étaient ses valeurs, est-ce qu'il est applicable, est-ce qu'il est dangereux, etc. Et donc, essayer de comprendre un petit peu quelles étaient les propositions que certains de ces philosophes, on pourrait dire, ont essayé de démontrer. Parce qu'on voit bien que c'est une sorte de nouvelle proposition qui semble vouloir se faire à partir des libertariens américains de la Silicon Valley, et du nouveau chef d'État américain. Alors, voyons voir si c'est pertinent. Donc je ne suis pas un spécialiste, je mets juste mon point de vue sur la lecture de que j'ai trouvé sur Internet, la lecture de l'anatomie de l'État
de Murray-Rothbard par un internaute. Donc je lance et je critique éventuellement. Mince, purée de purée. Ça devait être là. Petit aparté pour vous dire que j'ampute ce chapitre d'un court passage dans lequel Rothbard cite une décision de justice américaine un peu complexe, mais reprenons dès à présent notre lecture. Ainsi, l'État a toujours fait preuve d'un talent remarquable pour l'extension de ses pouvoirs au-delà des limites qui pouvaient lui être imposées. Puisque l'État vit nécessairement de la confiscation forcée du capital privé, et puisque son extension implique nécessairement des incursions toujours plus nombreuses chez les individus et les entreprises privées, donc on voit bien qu'il y a une remise en cause de l'État. Les libertariens, c'est ce type de libertarisme qui est anarcho-capitaliste en somme, ne veut pas que l'État ponctionne sur son travail, il ne veut pas payer d'impôts, il ne veut pas participer au système tel qu'il est établi depuis que l'État existe en fait, et ce qui vient depuis très très longtemps. Affirmer que l'État est profondément et intrinsèquement anticapitaliste. En un sens, notre position va à l'inverse du credo marxiste, selon lequel l'État serait le comité exécutif de la classe dirigeante actuelle, supposée capitaliste. Au contraire, l'État, c'est-à-dire l'organisation des moyens politiques, incarne et constitue la source de la classe dirigeante, plutôt de la caste dirigeante, et s'oppose en permanence au véritable capital privé. Alors, on peut dire que, sous un certain angle, c'est clair que l'État se nourrit sur la bête, en gros, hein, se nourrit voilà, il est payé par le peuple, il est payé par les capitalistes aussi, entre autres, mais pas que par eux, par leurs employés aussi. Donc tout le monde participe normalement à l'État et à ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre. Donc la question fondamentale, c'est est-ce que ceux qui sont chargés de mettre cette politique en œuvre, ceux qui sont chargés de rendre service au peuple, est-ce qu'ils font correctement leur travail? Est-ce qu'ils abusent pas de leur position? Etc., etc. Donc c'est plus une question d'humain en réalité qui est là. Est-ce que l'État peut être embelli en somme? Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes inhérents à toute administration, à tout système étatique? Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes que cela engendre? Et sinon, est-ce que sans État, est-ce que c'est viable? Est-ce que un système où tout serait géré par le privé, quoi, hein, est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que les États-Unis, des États-Unis qui abandonneraient leur système étatique ou qui le réduiraient à juste la surveillance des problèmes intérieurs, c'est-à-dire la police et l'armée pour se défendre de l'extérieur, est-ce que ça pourrait fonctionner? C'est, à mon sens, un gros problème. Dire avec Bertrand de Jouvenel, il ne faut rien connaître que son propre temps, tout ignorer du comportement millénaire du pouvoir, pour ne voir dans ses opérations, nationalisation, impôt sur le revenu, etc., que le fruit de certaines doctrines. Elles sont des manifestations normales du pouvoir, point différentes dans leur nature de la confiscation des biens monastiques par Henri VIII. Le principe en est le même, appétit d'autorité, soif de moyens, et les mêmes voilà, alors, justement, il y a toujours eu des thésaurisations des biens communs, des biens ou des biens communs, ou pas forcément, qui ne sont plus communs, mais ça a été l'Église à un certain moment, etc. Et donc, on voit bien que qui que ce soit qui
qui détiennent les biens, une partie, la plus grande partie, la majorité, souffre. Parce qu'il doit se louer, il doit louer sa force de travail, il doit louer son existence pour pouvoir survivre. Et il est sous la coupe de quelqu'un qui le domine, que ce soit un couvent ou que ce soit une entreprise high-tech, c'est la même chose. L'être humain, il est sous la coupe de quelqu'un qui a toute autorité. Et alors, si le système est fait de façon à ce qu'il y a la main-d'œuvre soit à profusion, celui qui obéit pas au chef, au patron, ben il peut être éjecté avec perte et fracas et sans qu'il puisse se retourner, sans qu'il ait droit à du chômage ou quoi que ce soit. Donc on rentre dans un système, ça mettrait un système complètement sans foi ni loi, un système extrêmement violent, quoi, hein, où celui qui dirait tu es viré, voilà, c'est fini, il n'y a pas de recours derrière. Donc c'est un asservissement forcé. On finit toujours par une autocratie, parce que ce sont que des hommes qui dirigent les entreprises. Dans le système, par exemple, Elon Musk, il est dans la toute-puissance. Il n'y a personne qui peut lui dire « Non, vous ne devriez pas virer ces personnes-là. » Il fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas vivable, quoi. C'est pas possible, un système comme ça, où il n'y aurait pas de protection pour ceux qui ne possèdent rien. Ça, c'est pas possible. Les caractères apparaissent dans toutes ces opérations, y compris l'élévation rapide de profiteurs des dépouilles. Socialiste ou non, le pouvoir doit nécessairement lutter contre l'autorité capitaliste et dérober la substance accumulée par les capitalistes. Il suit en cela sa propre loi. Chapitre 5. Ce que l'État craint. Il dérobe une partie, il dérobe pas tout, il dérobe une partie, et pour servir la collectivité dans laquelle le capitaliste a également partie liée. L'entretien des routes, l'école, etc., etc. Tout est, il y a droit. Alors, quand ces capitalistes disent mais il faut plus d'écoles, faut que toute l'école soit privée, mais ils sont déjà eux dans des écoles privées, ça, il n'y a pas de problème pour eux. Donc oui, ils veulent de l'école privée parce que leurs enfants ne doivent pas être mélangés avec les autres, ils doivent avoir quelque chose de supérieur, etc. Donc c'est un principe, on revient à l'époque des dos argentés des primates de nos origines. Il y a le clan de ceux qui sont des dominants et personne ne peut les toucher, ils sont là, etc. Ils se défendent entre eux et les autres sont les subordonnés en réalité. Alors, dans la nature, là, il n'y a pas de possession, donc c'est le système dominant-dominé, il est réduit quand même, il n'y a pas de... les subalternes ne sont pas obligés de travailler pour les dominants, et donc c'est plus équilibré dans la nature en réalité. Mais dans l'architecture de l'humanité maintenant, où on a créé le travail, on a créé la construction pour pouvoir amener l'humanité vers sa perfection, on doit construire, on doit détruire, construire, mieux reconstruire correctement, etc. Voilà, c'est tout ce qui attend l'humanité là. Il y a beaucoup de choses qui devront être... qui devront changer, quoi, hein, évidemment. Mais donc, c'est pas possible à ce moment-là d'imposer. Bien sûr, ce que l'État craint par-dessus tout est toute menace fondamentale à son propre pouvoir et à sa propre existence. La mort d'un État peut arriver de deux manières principales, suite à la conquête par un autre État ou par renversement révolutionnaire mené par ses propres sujets.
En bref, par la guerre ou par la révolution. Mais même par la guerre, est-ce qu'il a déjà été réalisé? Est-ce qu'un État vraiment constitué, a été par la guerre avalé et conquis à long terme, hein. Apparemment, même si ça a pu se faire à travers la guerre, par exemple en 39-40, et même après avec l'URSS qui s'est imposé, mais les États sont restés, même s'ils étaient vampirisés, vassalisés. Et puis, quand l'URSS est tombée, les États reviennent à leur origine. Donc, il y a quelque chose qui perdure dans l'État. C'est pas aussi simple que ça. Et la révolution, eh bien, elle préserve l'État en même temps. La révolution, elle change juste les donnes, mais l'État continue à exister, sauf qu'il est modifié. Il devient, normalement, il s'assainit, il devient meilleur. Après une révolution, ça devrait être la logique. Au moins à long terme, peut-être sur le court terme, non, mais à long terme. Guerre et révolution parce que les deux menaces fondamentales suscitent invariablement chez les dirigeants de l'État leur effort maximum et une propagande maximale envers le peuple. Comme explicité ci-dessus, tout moyen est toujours bon à utiliser pour mobiliser les gens pour venir à la défense de l'État, en croyant qu'ils se défendent eux-mêmes. La fausseté de l'idée devient évidente lorsque la conscription est exercée contre ceux qui refusent de se défendre eux-mêmes et sont donc forcés de rejoindre la bande des militaires de l'État. Inutile d'ajouter qu'aucune défense... Parce que déjà, dans un système, comment un système libertarien entretiendrait son armée? Voilà, qu'est-ce qui se passerait avec ça? Comment ça pourrait se passer? Ça serait valable dans un monde pacifié, où il n'y a plus de danger avec l'ennemi, il n'y a plus d'ennemis. Donc, la base pour atteindre un système libertarien qui pourrait être viable, c'est qu'on hisse la conscience humaine à l'intérêt général universel. Quel est l'intérêt de l'humanité? Qu'est-ce que nous construisons? Donc la prise de conscience de ce que nous construisons pour pouvoir le construire de façon symbiotique, c'est-à-dire en fraternité, et non plus en antagonisme, en compétition féroce, en violence. Donc on prend conscience de ça. À ce moment-là, les autres États ne représentent plus un danger, mais des partenaires. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'armée réellement, où l'armée il passe à un autre niveau, au niveau universel. Ça serait l'armée de l'humanité, pour défendre l'humanité, mais pas une armée pour défendre tel et tel particulier. Et c'est ce que nous finirons par avoir. L'ONU finira par prendre le pouvoir, mais un pouvoir responsable et bienveillant. Ça ne sera pas un pouvoir autoritaire et dictatorial. Ça sera le père symbolique de toutes les nations, avec toutes les valeurs qu'un père doit avoir, un père, une mère doit avoir avec ses enfants, c'est-à-dire ne pas en privilégier un, ne pas préférer celui-ci à celui-là. Donc c'est des parents idéaux que deviendra l'ONU. Et à ce moment-là, chacun fera allégeance et la tranquillité pourra être là. Parce que l'ONU servira juste à régler les conflits qui pourraient se résoudre et de pouvoir les régler immédiatement. Parce que il y aura aucune armée qui sera supérieure à celle de l'ONU, à celle de l'humanité. Donc c'est toujours l'humanité qui sortirait, qui s'imposera, en somme. La défense ne leur est permise contre cet acte de leur propre État. Lors de guerre, le pouvoir de l'État est poussé dans ses extrêmes limites et sous les slogans de défense et d'urgence. Il peut imposer une tyrannie au public au point qu'elle pourrait subir une résistance ouverte en temps de paix. La guerre offre donc de nombreux avantages à un État. Et de fait, chaque guerre moderne a apporté au peuple belligérant un héritage permanent de fardeaux étatiques accrus sur la société. De plus, la guerre offre à un État des occasions tentantes de conquérir des terres où il pourrait exercer son monopole de la force.
Randolph Bourne avait certainement raison lorsqu'il écrivit que la guerre est la santé de l'État. Mais pour un État quelconque, une guerre peut être synonyme de santé ou de blessure grave. Nous avons vu que le soutien des intellectuels était essentiel pour l'État, y compris le soutien contre leurs deux pires menaces. Comme Bourne le dit, un moyen commun utilisé par les intellectuels pour gagner le soutien des actions de l'État consiste à canaliser toute discussion au sein des limites, au fondement de la politique étatique et à décourager toute critique de fond ou totale de ce cadre fondamental. Nous pouvons vérifier l'hypothèse d'un État surtout intéressé de se protéger lui-même plutôt que ses sujets en demandant quelle catégorie de crimes l'État peut-il poursuivre et punir le plus sévèrement, ceux visant les citoyens privés ou ceux qui le visent. Les crimes les plus graves, selon le lexique de l'État, sont presque invariablement non pas l'invasion de personnes ou de propriétés privées, mais des dangers pour sa propre satisfaction. Par exemple, la trahison, la désertion d'un soldat pour l'ennemi, le non-enregistrement pour conscription, la subversion et le complot subversif, l'assassinat des dirigeants et les crimes économiques contre l'État, tels que la contrefaçon de sa monnaie ou l'évasion fiscale. Oui, alors c'est vrai que c'est ambigu parce que, évidemment, l'État doit préserver l'État pour le bénéfice de la collectivité. Et donc l'État est très important et donc c'est clair que dès qu'on touche à l'État, il y a quelque chose il y a que l'État mette un point important au fait qu'on maltraite l'État plus que si on maltraite un individu, plus que si on maltraite, ça peut s'expliquer comme ça. Mais évidemment qu'en même temps, ça fait aussi extrêmement castique, ça fait extrêmement aristocratique. Il ne faut pas toucher l'aristocratie de l'État, etc. Donc c'est pour ça que il y a moyen d'améliorer l'État avec un système citoyen qui peut renverser l'État pour mettre autre chose quand l'État ne fonctionne pas. Quand l'État ne se comporte pas bien, quand certains dans l'État ne se comportent pas bien, les dirigeants, les chefs d'État, etc., un système qui protège le peuple doit pouvoir changer les choses sans être obligé de passer par la révolution, sans être obligé de menacer l'État violemment. Et si un système comme ça avait existé pour le peuple, il n'y aurait pas eu, sans doute, les gilets jaunes, par exemple. Il y aurait eu autre chose. Ça serait mais il faut évidemment que ce système soit aussi fort qu'un système d'État qui pourrait le mettre en coercition, le faire taire. Donc, il faudrait que le peuple dispose d'un moyen de pouvoir dire non, là ça suffit, on ne veut pas, cette chose-là on ne veut pas, on ne veut plus ce type de dirigeant parce que ça fonctionne pas pour nous, le peuple n'est pas heureux dans ce modèle de société que vous nous imposez, que vous nous faites, et donc on veut autre chose. S'il y avait ce moyen-là, ça aurait évité les gilets jaunes, etc. Et donc, c'est clair que le peuple, quand il se révolte, il peut éventuellement aller jusqu'à le renversement d'un système. Et pour mettre quoi derrière? En règle générale, derrière chaque révolution, il y a l'État qui persiste. L'État est là encore. Donc, c'est pas ce qui est à craindre. Donc, en réalité, l'État se protège lui-même et effectivement, comme le dit Murray Rothbard. C'est plus ça qui motive plutôt que le fait de protéger le peuple du peuple, en somme. Ou comparer le degré de zèle dédié à la poursuite de l'agresseur d'un policier avec l'attention que l'État accorde à l'agression d'un citoyen ordinaire. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'est totalement c'est disproportionné le fait que il n'y a pas de raison que
un crime soit plus puni si ça touche quelqu'un de l'État plutôt que un citoyen ordinaire. Au contraire, en démocratie, le citoyen ordinaire, il représente le peuple. Donc, il devrait être l'intouchable, en somme. Curieusement, la priorité ouvertement accordée par l'État à sa propre défense contre le public frappe peu de personnes comme étant contraire à sa raison d'être présumée. Bien sûr que... Comme Mencken le dit avec son style inimitable, ce gang, entre guillemets, les exploiteurs constituant l'administration, est quasi immunisé contre toute sanction. Ces pires extorsions... C'est ça. Et là, c'est en train de changer avec une rapidité inouïe. C'est la première fois qu'un chef d'État est condamné. C'est la première fois que... voilà, on sent que là, c'est fini. Le système pyramidal, vertical, il n'est pas fini, bien sûr. Mais on a envie de changer ça, quoi. Voilà. Et ça devient de plus en plus insupportable jusqu'à ce que ceux qui dirigent seront considérés comme des citoyens ordinaires, mais ordinaires, vraiment. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire tomber ce narcissisme qu'on a en France, en somme, même, parce qu'en Scandinavie, la vision d'un chef d'État, elle a rien à voir avec la vision en France. Et c'est clair qu'il faudra réduire ça. Et curieusement, je pense que les États-Unis sont en train au contraire, de ramener une sorte d'aristocratie derrière les dirigeants, là, derrière ces dominants, quoi. Et alors que normalement, on devrait aller vers justement de l'horizontalité. Même lorsqu'elles sont pour le strict profit privé, n'entraînent aucune sanction certaine selon nos lois. Depuis les premiers jours de la République, moins de quelques douzaines de ses membres ont été destitués et seuls quelques obscurs sous-fifres furent mis en prison. Le nombre d'hommes emprisonnés à Atlanta ou Leavenworth pour s'être révoltés contre les exactions... C'est anormal parce que ça voudrait dire que l'élite serait plus honnête, moins criminel que le peuple. C'est totalement faux, c'est totalement faux. La criminalité, la malveillance, elle est aussi bien dispatchée dans toute l'humanité et dans chaque peuple. Il n'y a pas un peuple, une communauté qui serait des saints et puis les autres, non. Non, on est tous logés à la même enseigne. On voit bien à quel point n'importe quel pays peut sombrer dans le pire. Voilà, il n'y a pas... On est à égalité dans tout ça. Et donc, il nous laisse croire, en fait, en somme, que l'élite serait meilleure. Non, ça ne marche pas comme ça. Étatique reste encore 10 fois supérieur au nombre de responsables étatiques condamnés pour avoir opprimé les contribuables à leurs propres avantages. Chapitre 6. Comment les États interagissent entre eux. Puisque l'espace territorial de la Terre est divisé entre différents États, les relations inter-États doivent occuper beaucoup du temps et de l'énergie d'un État. La tendance naturelle d'un État est d'étendre son pouvoir, et extérieurement, une telle extension prend forme en conquérant un espace territorial. À moins qu'un territoire soit sans État ou inhabité, une telle expansion implique par essence un conflit d'intérêts entre un ensemble de dirigeants étatiques et un autre. Alors là, ça donne bien le là de cette pensée. À moins qu'un État soit qu'un territoire soit sans État, etc. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec la conquête de l'Amérique. Ils ont pris le prétexte qu'il n'y avait pas d'État, qu'il n'était pas organisé sous cette forme-là pour dire que la terre leur appartenait. Et la propriété privée, là, on voit à quel point c'est un véritable scandale, quoi, parce qu'ils se sont appropriés quelque chose qui était communautaire, quelque chose qui appartenait à une communauté qui existait, qui était là, autonome, qui vivait à cette époque-là. Et donc,
Eh ben, le libertarisme, c'est une sorte de... Le libertarisme à ce niveau-là, celui qui pense que la propriété privée, c'est fondamental. Ce libertarisme, il justifie le crime qui s'est produit en Amérique avec la colonisation par l'Occident de l'Amérique. Ça justifie complètement ce comportement. Et là, il y a quelque chose à voir. Seul un ensemble de dirigeants peut obtenir un monopole de coercition sur une quelconque zone territoriale donnée à un même moment. Le pouvoir complet sur un territoire par l'État X ne peut être obtenu que par l'expulsion de l'État Y. La guerre, bien que risquée, sera une tendance éternelle des États, ponctuée de périodes de paix et d'alliances et coalitions changeantes entre États. Ça serait intéressant de savoir ce que pensait justement Murray Rothbard de cette colonisation qui s'est passée aux États-Unis. Nous avons vu que la tentative interne ou domestique de limiter l'État, du XVIIe au XIXe siècle, atteignit sa forme la plus notable avec le constitutionnalisme. Son pendant externe ou affaires étrangères fut le développement du droit international, en particulier ses formes telles que les lois de la guerre et les droits des neutres. Cela doit par ailleurs être distingué du droit international moderne, qui met l'accent sur l'optimisation de l'étendue de la guerre grâce à des concepts tels que la sécurité collective. Il faut penser que ça a été écrit en 1970. Partie du droit international était à l'origine purement privée et découlait du besoin pour les commerçants et les hommes d'affaires du monde entier de protéger leurs biens et de régler leurs différends. Les exemples sont le droit de l'amirauté et le droit commercial. Mais même les règles étatiques émergent volontairement et ne furent imposées par aucun super-État international. L'objet des lois de la guerre était de limiter la destruction inter-État à l'appareil d'État soi-même, préservant ainsi le public civil, innocent du massacre et de la dévastation de la guerre. L'objectif du développement du droit des neutres était de préserver le commerce civil privé international, même avec des pays ennemis, de la saisie par une des parties en guerre. L'objectif primordial était donc de limiter la portée de toute guerre et en particulier de limiter son impact destructeur sur les citoyens privés des pays neutres et même des pays en guerre. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est comment le principe de la neutralité ne s'est pas répandu. Pourquoi il n'y a pas de nombreux pays qui ont décidé de rentrer dans le principe de la neutralité ? C'est quand même étonnant, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a un esprit belliqueux qui reste là ou qui est assez... C'est curieux. Parce que l'Occident aurait dû passer dans ce domaine de la neutralité, comme la Suisse, je ne sais pas, il y a la Belgique, voilà, que ça se répande, quoi, sur le continent européen. Le juriste F.J.P. Veal décrit avec charme un tel combat civilisé comme il fut brièvement florissant dans l'Italie du XVe siècle. Les riches bourgeois et marchands de l'Italie médiévale étaient trop occupés à gagner de l'argent et à profiter de la vie pour affronter les écueils et les dangers de faire d'eux des soldats. Ainsi, ils adoptèrent l'habitude d'engager des mercenaires pour combattre pour eux. Et, étant économes avec sens des affaires, ils renvoyaient leurs mercenaires aussitôt qu'ils pouvaient se dispenser de leurs services. Les guerres furent donc menées par des armées engagées à chaque campagne. Pour la première fois, être un soldat devint une profession raisonnable et relativement inoffensive. Les généraux de cette période manœuvraient les uns contre les autres, souvent avec une habileté consommée, mais quand un avait gagné l'avantage, soit son adversaire battait en retraite, soit il se rendait. Selon une règle reconnue, une ville ne pouvait être mise à sac que si elle opposait une résistance. L'immunité pouvait toujours être d'achetée en payant une rançon. Comme conséquence naturelle, aucune ville ne résista jamais. Étant évident qu'un État trop faible pour défendre ses citoyens voit son allégeance confisquée. Et donc, oui, c'était une manière d'apaiser l'humanité, quoi, aussi, en somme, de ne pas être dans le ravage, dans
dans la haine d'un pays envers un autre. Quand c'est deux pays qui se battent, on l'a vu avec 39-40, il y a pas de quartier, quoi. Ça peut être... donc l'autre, il représente tous ceux qu'on déteste. Et donc on peut le détruire, etc. Donc que le business prenne le pouvoir, c'est pas idiot, hein, et c'est les nouveaux... Voilà, c'est une évolution de l'humanité, de passer du guerrier au commerçant, c'était une évolution de l'humanité. Et on voit ce que dit Trump actuellement, c'est tout à fait dans cette lignée-là. Il veut arrêter la guerre en Ukraine en disant c'est du bad commerce, du mauvais commerce. Oui, bien sûr qu'il y a du business qui tourne derrière, mais c'est du mauvais commerce. Il vaut mieux arrêter la guerre pour que le business soit du bon commerce. Et c'est loin d'être idiot, quoi. Et globalement, la guerre, elle s'est produite. C'était pas pour faire du business véritablement, mais l'alternative qu'il y ait la guerre ou que l'OTAN se réussisse à occuper l'Ukraine sans que la Russie se révolte, par exemple, dans les deux sens, c'était gagnant. Si elle rentrait en guerre, l'Amérique faisait du business, et c'est pour ça que Trump critique en somme le comportement américain dans cette aventure, dans cette guerre qu'est la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Il voudrait autre chose que ça. C'est du pragmatisme, hein, tout simplement. Hein. Les civils avaient peu à craindre des dangers de guerre qui n'étaient l'affaire que des soldats professionnels. De même, le professeur Neff décrit sur la guerre de Don Carlos menée en Italie entre la France, l'Espagne et la Sardaigne contre l'Autriche au XVIIIe siècle. Lors du siège de Milan par les Alliés et plusieurs semaines plus tard à Parme, les armées rivales s'affrontèrent en une bataille féroce hors de la ville. En aucun de ces endroits, la sympathie des habitants n'allait vraiment pour un côté ou pour l'autre. Leur seule crainte était que les troupes de l'une ou l'autre armée passent leurs portes et les pillent. La peur s'avéra infondée. À Parme, les citoyens coururent vers les remparts de la ville pour observer la bataille dans la campagne environnante. La différenciation quasi absolue du citoyen privé des guerres de l'État dans l'Europe du XVIIIe siècle fut soulignée par Neff. Même les communications postales ne réussirent pas à être limitées longtemps en temps de guerre. Les lettres circulaient sans censure, avec une liberté qui surprend un esprit du XXe siècle. Les sujets des deux nations en guerre se parlaient les uns les autres s'ils se rencontraient, et s'ils ne pouvaient se rencontrer correspondaient non pas en ennemis mais en amis. La notion moderne n'existe que depuis très peu, où les sujets de tout pays ennemi sont en partie pris pour responsables des actes belliqueux de leurs dirigeants. D'ailleurs, les dirigeants en guerre n'avaient aucune volonté ferme de bloquer les communications avec les sujets de l'ennemi. Les anciennes pratiques inquisitrices d'espionnage en lien avec le culte et la croyance religieuse disparaissaient, et aucune inquisition comparable touchant les communications politiques et économiques n'était même envisagée. Les passeports furent à l'origine créés pour assurer une conduite sûre en temps de guerre. Pendant la majorité du XVIIIe siècle, il fut rare que les Européens abandonnèrent leur voyage dans un pays étranger que le leur combattait. Et le commerce étant de plus en plus reconnu comme bénéfique aux deux parties, la guerre du XVIIIe siècle fait également contrepoids à un volume considérable de commerce avec l'ennemi. À quel point les États ont outrepassé les règles... Alors, c'est là où c'est clair qu'il y a... on rentre dans un temps où la guerre va être écartée. Je pense que le business, il est parti là entre les grandes puissances, mais il va se modifier certainement. Le business va devenir propre, il va se poser sur l'écologie. L'écologie sera le socle du business, à mon sens. Il faudra peut-être encore 10 ans, 20 ans pour atteindre
cet état d'esprit, mais il sera là. Et je pense que le système guerrier le système, même si là, l'Occident, curieusement, et les Russes de la même manière, et les Chinois aussi, sont en train de se surarmer, de repartir dans quelque chose qu'on avait un peu dépassé d'une certaine façon. Je pense que c'est pas le futur de l'humanité, même si ça semble être le futur de la guerre civilisée au cours de ce siècle n'a pas besoin d'être expliqué ici. À l'ère moderne de la guerre totale, combinée à la technologie de destruction totale, l'idée même de limiter la guerre à l'appareil de l'État semble encore plus désuète et obsolète que la constitution originale des États-Unis. Et pourtant, c'est ce qui s'est réalisé avec la guerre de l'OTAN contre les Russes. Des deux côtés, il y a la possibilité de détruire totalement l'autre, donc éventuellement de s'autodétruire mutuellement, de se détruire mutuellement. Et il y a quelque chose qui empêche ça. On n'est pas allé jusqu'à ce point de rupture. Même si on le flirte, on s'approche, mais c'est pas ça qui l'emporte. Il y a une sorte de raison fondamentale qui continue à tenir les êtres humains. Mais je pense que la vision de Trump là actuellement, la guerre c'est pas le bon moyen. C'est peut-être ça la valeur intéressante du libertarisme. C'est peut-être ça. Quand les États ne sont pas en guerre, les accords sont souvent nécessaires pour réduire les frictions au minimum. Une doctrine ayant curieusement gagné une large acceptation est la prétendue sainteté des traités. Ce concept est considéré comme l'équivalent de la sainteté du contrat. Mais un traité et un contrat variable n'ont rien en commun. Un contrat transfère de manière précise des titres de propriété privée. Puisqu'un gouvernement, en aucun sens propre du terme, ne possède sa zone territoriale, aucun des accords qu'il conclut ne confère le moindre titre de propriété. Si par exemple M. Dupont vend ou donne sa terre à M. Martin, l'héritier de Dupont ne peut pas légitimement contester l'héritier de Martin et revendiquer la terre comme étant légitimement la sienne. Le titre de propriété a déjà été transféré. Le contrat de Dupont-père s'impose automatiquement au jeune Dupont, car le premier avait déjà transféré la propriété. Le jeune Dupont n'a ainsi aucun droit sur la propriété. Le jeune Dupont ne peut réclamer que ce dont il a hérité du père Dupont. Et ce dernier ne peut léguer que des biens qu'il possède encore. Ça c'est quand même, il y a des progrès inouïs parce que le capitalisme ne se donne pas de façon automatique, quoi. Il y a quelque chose. Donc il y a les taxes déjà pour l'héritage, c'est quelque chose de très important en fait parce que ça transfère les propriétés, ça oblige. On n'est pas dans un système de sang qui se transmet où les châteaux se transmettent d'aristocratie en aristocratie, etc. et qui ne bouge pas. Ce système-là, il est quand même extrêmement bien pensé. Le fait que une fois qu'on a vendu sa propriété, les enfants, c'est fini. Ils peuvent pas réclamer un droit de terre ou quoi que ce soit. Donc, on voit l'évolution de l'humanité, à quel point elle est positive quand même pour justement aller vers l'égalité, vers quelque chose d'horizontal. C'est le moment qui n'est pas horizontal actuel, c'est justement avec ces milliardaires qui sont la conséquence de la mondialisation, tout simplement. Et donc, voilà, ils ont leur raison d'être, mais c'est le moment de la mondialisation. La mondialisation a fabriqué ces milliardaires. Mais il est très très possible que l'humanité règle très vite ce problème-là en faisant passer
leur possession au patrimoine universel. Voilà, c'est peut-être ce qui risque d'arriver dans quelques décennies. Et donc, c'est pas un problème en réalité. Voilà, c'est une conséquence de ce modèle d'évolution, mais pas plus. Mais si, à un certain moment, le gouvernement de, disons, la Ruritanie est contraint ou même corrompu par le gouvernement de... On va arrêter là pour cette vidéo, parce que ça fait déjà 45 minutes, ça fait beaucoup. Bref, allez, on va aller au bout. Waldavi a cédé une partie de son territoire, il est absurde de prétendre qu'il soit interdit à jamais, interdit pour les gouvernements et les habitants des deux pays de réclamer une réunification de la Ruritanie au motif du caractère sacré d'un traité. Ni les gens, ni les terres du nord-ouest de la Ruritanie n'appartiennent à aucun des deux gouvernements. Comme corollaire, un gouvernement ne peut certainement pas engager, par le poids du passé, un gouvernement ultérieur par un traité. Un gouvernement révolutionnaire qui renverse le roi de Ruritanie pourrait de même difficilement être tenu responsable des actes ou des dettes du roi, car un gouvernement n'est pas, comme l'est un enfant, un véritable héritier des propriétés de son prédécesseur. C'est là où, quand même, oui, effectivement, il y a des choses assez étonnantes. Et malheureusement, c'est les conséquences des comportements précédents. Là, actuellement, on avance vers une solution où la Russie va conserver les territoires qu'elle occupe de l'Ukraine et que le monde va devoir accepter ça. Mais la Russie est partie dans ce modèle, très certainement, par le fait que un de ses alliés, qui était dans l'ex-Yougoslavie, a vu une partie de son territoire découpé, en fait, son territoire découpé par l'Occident, poussé par l'Occident, en somme. Et donc, voilà, le principe s'est fait en disant, voilà, vous vous êtes mal comporté, vous avez volé ce système-là, vous avez abusé d'un tel, il n'y a pas de raison que nous, on n'abuse pas non plus. Donc en fait, c'est le système dominant qui devrait être... L'Occident devait être irréprochable pour pouvoir ne pas donner à autrui le moyen d'abuser en utilisant la même technique. Et donc, c'est là où on voit que le dominant du moment doit être irréprochable. Et c'était valable pour les États-Unis, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est les États-Unis qui ont pris le gendarme du monde, la gendarmerie du monde à la chute du mur de Berlin. Et il devait se comporter de façon idéale en réalité. C'est l'inverse qui s'est passé. Et donc, voilà, il justifie en fait que si le dominant se comporte mal, les prétendants vont faire la même chose. Ils vont se comporter de la même manière. Ils vont imiter le dominant. Et ça, c'est le problème. Chapitre 7. L'histoire. On va arrêter là, voilà, puisqu'il y a un chapitre 7. Voilà, merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.